Évidemment, vous non plus, vous n'étiez pas au courant lorsque vous avez appris que François Hollande allait s'exprimer. Non, bien sûr. Ceci dit, j'en ressors avec l'impression que c'est la décision la plus lucide de son quinquennat, pour les raisons qu'a dit Nathalie Saint-Cric. Certains diront mais c'est proche, c'est aussi les dirigeants du Parti socialiste qui n'en voulaient plus. Moi, je crois que c'est les Français qui en voulaient plus. Voilà, les Français, ils le disaient à travers le sondage, ils le disaient de différentes manières, ils le disaient sur les marchés, ils le disaient entre eux, ils en voulaient plus. Et donc, cette décision, c'est une forme de lucidité. Vous êtes une femme politique élue, vous connaissez la force qui anime les acteurs de ce milieu, qui vous animent sans doute vous-même. François Hollande, on savait qu'il était décidé à pouvoir se représenter, on savait qu'il vivait aussi pour cela. Est-ce que ce soir, vous êtes tout de même saisi, surprise par cette décision? On savait manifestement rien du tout. Depuis le début, c'est plus proche dont je ne fais pas partie le disent. C'est un homme qui est très secret. Là, il a été secret jusqu'au bout. Mais enfin, c'est une décision qui prend une forme d'évidence malgré tout quand on regarde les sondages et qu'on voit l'enchaînement de soutiens qui se sont détachés de lui, de mauvais sondages, de salles vides. Voilà, je suis un peu surprise qu'on présente ça comme une forme de courage. C'est de la lucidité. Je vous dis, c'est la décision, je pense, la plus lucide de son mandat. Une lucidité d'ailleurs qu'il faut tempérer par le début de son intervention, parce qu'au début de son intervention, on a eu un interminable plaidoyer. On se demandait d'ailleurs un peu ce qu'il allait annoncer, tellement son propre jugement sur son propre bilan était positif. On a eu un interminable plaidoyer pour son quinquennat. Plus que jamais, l'alternance et le redressement de la France doivent être bâtis sur des bases solides. C'est ce que déclare François Fillon à l'instant dans un communiqué. L'alternance et le redressement de la France doivent être bâtis sur des bases solides. Oui, parce que, pardon, mais il ne suffit pas de changer de candidat. Il faut changer de politique. Voilà, là, le changement de candidat pour la gauche, c'est fait. Enfin, le sujet pour les Français, je crois que c'est aussi le changement de politique. Vous allez nous dire dans un instant un mot sur Manuel Valls. On l'a dit. C'est l'expression de Nathalie, la route est ouverte pour Manuel Valls. Ça signifie en aucun cas qu'il est en position de favori pour cette primaire, mais en tout cas, cela paraît être une évidence qu'il va se présenter, qu'il aura de nombreux soutiens. On va voir comment, ces derniers jours, il a en quelque sorte poussé la porte au maximum pour aboutir à cette configuration où il sera de toute évidence candidat. Arnaud Boutet. Entre François Hollande et Manuel Valls, la poignée de main s'apparente depuis plusieurs jours à un véritable bras de fer. Dimanche dernier, Manuel Valls a jeté un premier pavé, une interview dans le journal du dimanche et ces quelques mots qui en disent long sur sa volonté d'en découdre. « Je me prépare ». Manuel Valls envisage d'être candidat à la primaire de la gauche. « Je prendrai ma décision en conscience ». Le Premier ministre va même plus loin. Il n'exclut pas d'affronter le président de la République si ce dernier se représente. Alors va-t-il démissionner? Certes, la rumeur a circulé, mais lundi matin, Manuel Valls et François Hollande se séparent tout sourire. Ils viennent de déjeuner ensemble. Le chef du gouvernement rentre alors dans le rang. Il ne peut y avoir de confrontation politique dans le cadre d'une primaire entre un président de la République et un Premier ministre. Manuel Valls s'envole alors pour Tunis et il enterre la hache de guerre. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne peut y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre, même si je comprends tout à fait ces débats. En tout cas, moi, j'ai à cœur la France et la gauche. Dès son retour en France, l'opposition demande des comptes. Le Premier ministre tente une nouvelle fois d'éteindre l'incendie. La conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, Monsieur Jacob. François Hollande hors jeu, Manuel Valls devrait logiquement concourir pour 2017. Désormais, la route est ouverte. Concourir pour 2017 dans cette primaire qui s'est ouverte aujourd'hui et dont nous allons écouter l'un des acteurs principaux, Benoît Hamon. Nous avons enregistré sa réaction il y a quelques instants. On l'écoute. Le président de la République a choisi de prendre acte d'une situation dans laquelle il n'était plus en situation de rassembler sa famille politique. C'est une décision évidemment éminemment respectable. Elle ouvre la voie au Premier ministre qui avait jusqu'ici beaucoup joué des coudes pour en arriver là. Il porte un projet que tout le monde connaît.
il est celui qui a théorisé les gauches irréconciliables, c'est-à-dire le refus de s'opposer comme au cœur de la gauche, de rassembler la gauche de gouvernement et celle qui a une tradition plus forte dans la radicalité. Je pense que ce projet-là est un projet qui ne peut pas permettre que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, après des échanges nombreux avec des jeunes ici à Sciences Po Toulouse, moi je suis plus que jamais candidat à la primaire. Voilà, 20h30, si vous nous rejoignez, principale information bien sûr de cette soirée, François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession et vous venez de l'entendre, déjà les cartes sont rebattues et déjà la guerre de succession est lancée à travers cette primaire. On entendait Benoît Hamon faire allusion à la candidature de Manuel Valls qui ressemble à une évidence. Maryse Burgot, vous êtes devant l'Elysée, quels nouveaux éléments avez-vous pu joindre d'autres conseillers du président de la République ? Oui, un conseiller qui me disait que toute l'après-midi, François Hollande était en fait extrêmement serein, comme quelqu'un qui a mûrement réfléchi, mûrement pensé à sa décision. Il a à un moment donné de l'après-midi demandé que l'on prépare les moyens techniques pour réaliser cette intervention en direct. Très peu de conseillers étaient dans la confidence. Le conseiller en communication de François Hollande, bien sûr, Gaspard Ganzer, lui, l'a su, mais très peu de temps à l'avance, parce que François Hollande voulait créer la surprise, montrer qu'il était maître de son destin, maître du calendrier jusqu'au bout. En ce moment, François Hollande est à l'Elysée, dans son bureau. Il va rester dîner ici à l'Elysée ce soir avec des proches. Merci Maryse. On vous retrouve dans quelques instants. François Hollande admet avec lucidité son échec. C'est l'autre partie du communiqué envoyé par François Fillon ce soir. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est une nouvelle donne. Pour vous, c'est un nouveau chapitre et ça change quelque chose au combat que vous allez mener ? Oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, les personnes ont leur importance. Il y aura un autre candidat. Mais les Français veulent pas seulement changer de candidat, ils veulent changer de politique. Et tous ceux qui sont aujourd'hui potentiellement candidats à la primaire de la gauche, ils ont été soit solidaires, soit co-responsables, et bien souvent les deux, de la politique qui est aujourd'hui rejetée à travers François Hollande. Les Français voulaient plus de François Hollande, mais ils veulent plus non plus de la politique de François Hollande. Alors Manuel Valls, ça François Fillon s'en est sorti alors qu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est 5 ans après. Parce qu'en 2012, ça n'aurait pas forcément été pareil. Manuel Valls a fait entendre à plusieurs reprises sa différence sur certains sujets. Et on voit bien qu'il y avait quand même plusieurs points qui prêtaient à divergence. Les plus importants, il est Premier ministre sortant. Il a pu avoir des divergences d'opinion. Enfin, il est solidaire, il est co-responsable. Comme l'est Emmanuel Macron, qui a été là l'essentiel du quinquennat, que ce soit comme ministre ou comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Comme l'est, dans une moindre mesure, Benoît Hamon, mais il l'est aussi. Voilà, enfin, c'est une équipe, c'est un peu facile, là. Hélène Hugues, justement, on vous retrouve toujours en direct devant l'hôtel Matignon. Oui, vous êtes bien là. Est-ce qu'on sait ce que fait le Premier ministre ce soir ? Alors, on sait très peu de choses, puisque, comme je vous le disais, nous n'avons pas accès à la cour de Matignon. Ce que je sais simplement, c'est que Manuel Valls est effectivement à Matignon, qu'il a regardé François Hollande à la télévision, mais c'est tout ce que l'entourage veut bien nous dire. Pas plus ses proches que l'entourage proche, que les conseillers n'acceptent de nous parler pour l'instant. Donc, je pense que ça va être vraiment silence radio ce soir du côté de Matignon. En revanche, Manuel Valls sera en déplacement demain à Nancy, et puis on ne manquera pas, nous les journalistes, de l'interroger. Et puis samedi, il participera au grand meeting de la Belle Alliance Populaire lancé par Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste. Et là, il doit prononcer un discours qui sera naturellement très attendu parce que peut-être que là, eh bien, il dévoilera ses intentions. Pas de déclaration prévue, en tout cas, dans la soirée de Manuel Valls. Modeste, elle est fragile. On le voit sur la courbe depuis un an, c'est très accidenté. Et surtout, elle intervient après une très forte montée du chômage pendant les 4 premières années. Donc, au total, le bilan chômage, le président l'a dit lui-même, il est quand même très négatif parce que, a-t-il dit, les résultats arrivent plus tard que je ne les avais annoncés. Et c'est là qu'elle, finalement,
l'erreur initiale de François Hollande, c'est une erreur de diagnostic économique. Quand il arrive à l'Élysée, il pense que la situation va s'inverser en vertu des cycles économiques habituels. C'est pas du tout ce qui se passe, parce que nous sommes dans l'union monétaire, que la France a perdu de la compétitivité, qu'il y a un choc fiscal très important en 2012-2013 qui paralyse l'économie. Du coup, toutes les années qui suivent, il va égrener les annonces en disant la reprise est là dès l'été 2013. Et c'est un peu le syndrome Pierre et le Loup, si vous voulez. À force d'annoncer quelque chose qui ne se produit pas, on finit par ne plus le croire. Est-ce que vous diriez, François, que l'économie, les résultats économiques, la situation économique, ça aura été le talon d'Achille de François Hollande pendant ce quinquennat ? Je pense que ça joue beaucoup dans les difficultés politiques qu'il a aujourd'hui. Le livre de Davet et l'homme, s'il avait frappé un homme avec des résultats substantiels, ça n'aurait pas duré 15 jours. Évidemment, ça venait se surajouter sur un bilan économique qui était vraiment faible et en tout cas qui n'était pas perçu par les Français comme quelque chose de positif. Bien sûr en matière de chômage, mais aussi en matière d'impôts. Malgré les petites baisses récentes, le sentiment qui est d'ailleurs corroboré par la réalité, c'est que la France n'a jamais payé autant d'impôts qu'aujourd'hui. Bien, dans un instant, on va entendre une autre réaction, celle d'Emmanuel Macron, réaction évidemment importante. Emmanuel Macron est d'ores et déjà candidat, non pas à travers la primaire, mais directement candidat à cette élection présidentielle. Nul doute que sa décision de se présenter a pesé, bien entendu, dans la décision de François Hollande qu'il a communiquée, qu'il a livrée il y a quelques instants. Brice Teinturier de l'Institut Ipsos va nous rejoindre, parce qu'on va essayer d'évaluer aussi dans quelle mesure la popularité, les intentions de vote en faveur de François Hollande ont pu jouer dans sa décision. D'abord, un mot peut-être, Nathalie. Vous connaissez bien François Hollande depuis des années, bien avant qu'il soit président de la République. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui peut être son état d'esprit ce soir? Un profond abattement? Une forme de soulagement? Un profond soulagement, je crois, parce qu'il a enfin décidé. On sait qu'il a toujours eu des problèmes avec la décision finale, qu'il aime souvent tergiverser. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché pas mal pendant ce quinquennat. Il voulait garder Christiane Taubira et puis pensait qu'il faudrait mieux de partir. Et c'est toujours Manuel Valls qui lui a forcé la main pour le départ d'Arnaud Montebourg, pour un certain nombre d'humiliations, les propos de Cécile Duflot. François Hollande est quelqu'un qui n'aime pas énormément trancher, qui cherche toujours à avancer la synthèse, à trouver une solution, un compromis. Et je pense que là, il est allé au bout du bout du bout. Ça devenait un problème institutionnel avec la rivalité avec Manuel Valls et qu'à un moment donné, où il a jeté l'éponge et il doit être soulagé de l'avoir enfin fait, en attendant le dernier moment et en se disant, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais probablement qu'une heure ou 2 heures avant, il a eu encore un moment d'hésitation et qu'au bout d'un moment, il s'est dit effectivement que toutes les planètes étaient en mauvaise conjoncture et qu'il fallait mieux faire ce choix-là et que c'était le meilleur choix dans sa situation. Emmanuel Macron, on en parlait il y a un instant. Je vous propose d'écouter sa première réaction. C'était chez nos confrères d'RTL il y a quelques instants. Je pense que c'était une allocution extrêmement difficile pour le président de la République. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. Je n'ai pas d'autres commentaires. Courageuse, digne, mais vous la comprenez, sa décision, parce que... Je n'ai pas à la commenter ou à la comprendre ou ne pas à la comprendre. Je pense que c'est une décision qu'il a prise en conscience, qu'il a mûrie. Je pense que ce que le président de la République a annoncé aux Français cet après-midi est une décision éminemment difficile à exprimer. Pas de triomphalisme chez Emmanuel Macron, très grave, et qui, c'est vrai, Nathalie, vous me le disiez pendant qu'on entendait l'ex-ministre de l'économie, a toujours indiqué qu'il pensait que François Hollande ne pourrait pas être candidat. On va retrouver Maryse Burgot devant l'Élysée. Maryse, vous avez d'autres éléments ? Oui, non, je voulais juste vous dire ce qui se passait ici. En fait, le conseiller en communication du chef de l'État, Gaspard Ganzer, est là, juste à côté de nous. Il a fait les quelques pas qui le séparent de l'Élysée pour venir en fait s'entretenir avec les journalistes qui faisaient ici des directs. Et il vient en fait de nous expliquer que, et je pense que
Je pense que ce conseiller en communication n'apprécie pas que l'on fasse ces images, donc on va revenir vers nous. Ce conseiller en communication est tout simplement venu expliquer pourquoi le chef de l'État avait pris cette décision, redit qu'il était très serein, qu'il avait mûrement réfléchi et expliqué pourquoi finalement le chef de l'État avait renoncé. Je vois que les gens de l'Élysée ne sont pas très contents que nous ayons montré cette image. Voilà, Gaspard Ganzer, un homme de l'ombre, comme on dit, un spin doctor, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ces conseillers en communication qui interviennent très peu d'ordinaire devant les micros ou les caméras. Et vous disiez, Maryse, tout à l'heure, vous nous disiez que lui-même n'avait appris que quelques instants avant seulement la décision de François Hollande, qui est donc restée secrète, semble-t-il, jusqu'au dernier moment. Brice Teinturier, vous êtes notre partenaire pour les soirées électorales, notamment pour l'Institut Ipsos. On a découvert tout à l'heure un sondage, alors ça n'était pas le vôtre, mais le vôtre allait, les vôtres, je crois, allaient dans le même sens. On voyait un François Hollande très loin dans les intentions de vote, à 7,5%. On est à 5 mois, évidemment, mais d'après vous, est-ce qu'un retard comme ça peut expliquer, peut jouer dans la décision de François Hollande, ou vous qui connaissez très bien ces courses électorales, entre guillemets, c'est rattrapable? C'était rattrapable. D'abord, je crois que le chef de l'État avait un rapport aux enquêtes d'opinion à la fois attentif et distancié. Il était suffisamment professionnel pour comprendre tout ce qui pouvait se jouer derrière ce type de mesures. Et en même temps, vous le dites à l'instant, l'élection présidentielle était encore loin et un rééquilibrage au moins partiel pouvait éventuellement être envisagé. Mais je crois qu'en réalité, au-delà du niveau dans les intentions de vote actuelles, ce qui a dû peser sur François Hollande, c'est plutôt la primaire. C'est un enjeu qu'il a évoqué dans sa déclaration. Et Brice, vous-même avez souvent souligné que ces sondages sur la primaire, et on en a eu l'éclatante démonstration, ne signifiaient pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas le terrain électoral. Mais indépendamment des sondages, le risque était réel. Sondage ou pas sondage pour la primaire, il n'était absolument pas assuré que François Hollande puisse gagner cette primaire. Le jeu était à minima ouvert, que les sondages l'indiquent, c'est ce qu'ils indiquaient ou pas. Je crois que le chef de l'État n'avait pas besoin d'enquête de ce point de vue pour se rendre compte que c'était là quelque chose, une campagne qui n'était absolument pas assurée d'être couronnée de succès. Et imaginer un François Hollande battu à l'issue de la primaire, ça c'est encore pire que d'imaginer un François Hollande en très grande faiblesse dans les intentions de vote présidentiel aujourd'hui, mais avec éventuellement quelques possibilités de rééquilibrage au moins partiel. Ce qui est certain, c'est que jamais on n'avait vu un président sortant à un niveau aussi faible dans l'opinion, que ce soit en termes de popularité et évidemment aussi en termes d'intention de vote. 10%, 9%, 11%, c'était tout à fait historique. Il y avait une concurrence également très forte avec d'autres candidatures à gauche qui expliquaient partiellement cette faiblesse. On va retourner à l'Élysée dans un moment parce qu'il y a un autre élément, à savoir quand Manuel Valls a-t-il été prévenu, mais d'abord Nathalie, pour rebondir sur ce que disait Brice, est-ce qu'il a été envisagé, est-ce que vous avez des informations là-dessus, que François Hollande se présente directement sans aller à la primaire? Écoutez, on a eu de sortes de ballons d'essai qui ont été envoyés par un certain nombre de conseillers de François Hollande. On a entendu également, et on a vu une interview de Stéphane Le Foll il y a 2 jours dans Les Échos, disant finalement si la primaire c'est simplement, pas un ramassis pour parler vulgairement, mais si c'est simplement une espèce de déballage du bilan de François Hollande, il faut mieux s'en passer. On s'est dit que c'était peut-être un ballon d'essai, effectivement, qu'il essayait de voir si ça passait bien. Et là, il y a eu aussi une levée de bouclier, que ce soit de Manuel Valls, disant il n'est même pas question une seconde de changer les règles parce qu'elles ne vous arrangent pas. Il y a eu Arnaud Montebourg qui a dit que c'était impensable, honteux de faire ça hors primaire. Donc peut-être que jusqu'au dernier moment, il y a eu cette tentation d'essayer de sortir de la primaire, comme disait Brice, pour pas se faire battre par Arnaud Montebourg. Mais vu les engagements qui avaient été... Et Jean-Christophe Cambadélis aussi, qui défend dans le Parti Socialiste, a dit mais c'est même pas pensable qu'on peut pas changer le thermomètre, on peut pas changer la règle parce que ça vous arrange pas. Donc ils ont rétropédalé très rapidement. Et le téléphone portable qu'on entendait, c'est le vôtre qui sonne parce que vous attendez les réactions partout dans l'entourage de Manuel Valls ou de François Hollande. 9h moins quart, si vous nous rejoignez, je vous rappelle bien sûr cette information, François Hollande ne sera pas candidat en 2017. François Hollande ne brigue pas sa propre succession. Et dans quelques secondes, on va réentendre ces quelques secondes où François Hollande a annoncé sa décision restée secrète jusqu'au dernier moment. D'abord, Maryse, en direct devant l'Élysée. Maryse, vous avez des informations sur les relations entre François Hollande et Manuel Valls et la manière dont il a été prévenu?
Oui, en fait, François Hollande a prévenu lui-même son Premier ministre Manuel Valls cet après-midi par téléphone. François Hollande a passé un certain nombre de coups de fil, notamment à quelques très proches, Monsieur Drey, Messieurs Cambadélis, Monsieur Le Foll étaient au courant. Cet après-midi, il leur a dit qu'il renonçait à briguer un second mandat. C'est ce que vient de nous expliquer le conseiller en communication. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, pour cette déclaration, Brice Teinturier, vous avez un élément de réflexion, peut-être d'information. Vous me disiez, Manuel Valls devait être au courant dès lundi. Pas d'information, mais on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, si à l'issue de ce fameux déjeuner, Manuel Valls a cessé de faire pression de manière aussi ostensible sur le chef de l'État, c'est peut-être qu'il avait eu là des indications qu'il n'était pas candidat. Nathalie Kosciusko-Morizet opine. Je pense pareil. Enfin, c'est pas vous dans êtes mes... élu, vous connaissez c'est pas dans un mes peu fonctions ce d'avoir genre un de point de lien. vue sur la question, mais en l'occurrence, je pense pareil. Intuitivement, c'est ce que je dirais. Et c'est que s'expliquerait aussi, encore une fois, on les découvre, on les revoit, on les voit, ces images des deux hommes sur le perron de l'Élysée, où les relations semblaient brusquement très, très détendues, très apaisées. Il y a une relation très forte entre deux, qui date évidemment de la campagne. Et, il y a aussi le fait que François Hollande a toujours accordé beaucoup plus d'attention aux politiques qu'aux conseillers ou qu'à toute autre catégorie de personnes. Donc on peut faire cette hypothèse qu'il y avait peut-être eu cet échange de confidences un peu auparavant. Et elles n'ont pas été altérées, ces relations, justement par l'interview du Premier ministre dans le journal du dimanche et par ce qui s'est passé ces derniers jours, Nathalie? Si, elles ont été altérées. Mais attendez, il y a une chose très simple, c'est que Manuel Valls, d'ailleurs, il s'en est pas caché. C'est-à-dire que François Hollande avait une forme de deux empêchements. Il avait un empêchement extérieur de Emmanuel Macron, qui essayait d'avancer ses billes pour le pousser à ne pas pouvoir se présenter. Diagnostic qu'Emmanuel Macron avait fait. Et puis il avait un empêchement de l'intérieur, celui de Manuel Valls. Alors Manuel Valls a passé son temps à osciller entre un comportement loyal, qui était quand même un minimum pour le Premier ministre, et en avançant ses pions, en avançant ses billes, et puis pour le pousser, non pas à bout, mais vers la porte. Tout à l'heure, vous avez dit, il pousse la porte, Manuel Valls, et il pousse aussi François Hollande vers la porte. Et il l'a fait en gardant une image de loyauté jusqu'au moment où ça a marché. Lui et un certain nombre de personnes dans son entourage. Pardon, mais il avait un empêchement majeur, c'était les Français. Hein. C'est ni Emmanuel Macron, ni Emmanuel Valls. C'est d'abord les Français qui en voulaient plus. Alors justement...